En 2006, l'Organisation des Nations Unies a décidé de remettre l'histoire en marche dans les Balkans. Kofi Annan, son secrétaire général, vient d'ouvrir des négociations sur le futur statut du Kosovo. Il y a 7 ans, à l'issue de l'intervention de l'OTAN contre la Serbie, l'ONU décidait de placer la province sous son protectorat. Elle mettait ainsi un coup d'arrêt à l'inépuisable folie guerrière de Slobodan Milošević, président de la République fédérale de Yougoslavie. Sous tutelle internationale depuis 1999, cette province de la Serbie, peuplée majoritairement d'Albanais, va-t-elle accéder à l'indépendance ? Entre mars 1998 et juin 1999, 1 million de Kosovars albanais fuyaient le territoire, chassés par les forces militaires et paramilitaires serbes. Ces milices, sur ordre de Milošević, vidaient le Kosovo de la moitié de sa population albanaise. Cette guerre, la 3e dans l'espace ex-yougoslave après celle de Croatie et de Bosnie, avait tout d'un drame annoncé. Les adversaires du président serbe l'avaient maintes fois répété. Slobodan Milošević a construit son pouvoir sur la guerre. Seule la guerre lui permettra de s'y maintenir. Pourtant, aux yeux des puissances occidentales, Milošević apparaissait désormais comme un homme de paix. En 1995, il avait accepté de signer les accords de Dayton, mettant fin au conflit des Balkans déclenché sur ses ordres 4 ans auparavant. Or, malgré Dayton, le Kosovo n'était pas en paix. Depuis des années, Milošević soumettait cette province de la Serbie à un régime d'exception. Les Albanais, majoritaires à plus de 80%, étaient exclus du pouvoir, privés de travail. Nombre d'entre eux étaient victimes d'emprisonnements arbitraires et de tortures. Avec la signature des accords de Dayton, les Albanais du Kosovo comprennent que personne ne viendra à leur secours. La communauté internationale les a laissés aux mains des Serbes. L'armée albanaise de libération du Kosovo, jusqu'alors embryonnaire, voit ses rangs s'élargir. En 1997, Lučeka déclenche une guerre d'indépendance. Ushtria shqiptare Kosovës është përgatitur për të luftuar deri në fitore. Et le feu reprend dans les Balkans. Contrairement aux guerres précédentes, la diplomatie internationale réagit vite et de façon coordonnée. Elle tente de convaincre Milošević de lâcher du lest sur la province, sans comprendre que sur le Kosovo, déclaré berceau historique de la Serbie, Milošević ne veut rien céder. Au Kosovo, l'armée serbe entreprend un nouveau nettoyage ethnique. Mois après mois, elle pilonne les villages, brûle les maisons, multiplie les massacres et chasse la population albanaise de la province. Mois après mois, la diplomatie internationale réitère ses menaces de bombardement sur la Serbie, persuadée que cela suffira à faire reculer Milošević. Elle se trompe. Elle, qui n'avait brandi cette menace que pour faire fléchir Milošević, doit se résoudre à intervenir militairement. Le 24 mars 1999, les avions de l'OTAN décollent pour bombarder la Serbie.
Milosevic capitule au bout de 78 jours de guerre. Les troupes de l'OTAN, sous le nom de KFOR, entrent dans la province pour assurer la coexistence pacifique des populations serbes et albanaises. Le Kosovo est placé sous protectorat de l'ONU. L'objectif de la diplomatie internationale est de rétablir la démocratie, de favoriser le développement économique du territoire et d'assurer la reconstruction de ses infrastructures essentielles. Aujourd'hui, l'ONU a décidé de passer le relais aux autorités locales. Elle quittera le territoire à l'issue des négociations sur le statut de la province. Les objectifs fixés lors de son arrivée sont-ils atteints? Qu'est-ce que 7 années de protectorat ont changé dans la vie des Kosovars? La guerre a apporté beaucoup de mauvaises choses, mais il y en a eu aussi de bonnes. Le plus important, c'est qu'il n'y a plus de violence. Maintenant, personne ne nous bat, personne ne nous tue dans la rue. Nous sommes libres. Nous avons des forces qui nous protègent. Nous avons l'OTAN principalement. Les mauvaises choses, c'est que nous avons eu beaucoup de victimes et nous avons subi des dégâts matériels. Mais aucune organisation n'est venue estimer les dégâts subis par le Kosovo. Je n'ai vu personne venir chez moi. Aucune commission d'experts. Aucune ONG. Personne n'est venu voir combien cette maison avait coûté. J'avais commencé à faire des installations, mais comme je n'avais pas les moyens, j'ai arrêté. Mon mari ne travaille pas. Même s'il avait du travail, les 200 € ne nous suffiraient pas pour manger. Alors investir dans la maison. Pendant la guerre, des centaines de villages albanais ont été brûlés par les forces serbes. Tout comme Ramiz et sa femme, les Kosovars ont rebâti leur maison comme ils ont pu. 7 ans après la fin du conflit, beaucoup de familles vivent encore dans des maisons ouvertes au vent. Au Kosovo, le revenu par habitant reste l'un des plus faibles d'Europe. Depuis 1999, le pays n'a bénéficié d'aucune croissance économique. Personne ou presque n'est salarié. Dans mon village, 98% des gens ne travaillent pas parce qu'il n'y a nulle part où travailler. Si on pouvait avoir des visas, tous les jeunes partiraient en Occident. Mon fils est depuis 2 ans en Italie, sans papier, sans rien. Il a laissé sa femme ici et son fils. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas d'avenir ici. J'espère que la situation va s'améliorer un peu, que des choses vont être faites. Parce qu'ici, sans travail, c'est l'enfer. De fait, la situation des Albanais ne s'est guère améliorée depuis la fin de la guerre. Quant aux Serbes, la moitié d'entre eux a quitté la province, entre débâcles et peur des vengeances. 100 000 personnes sont restées, terrées dans leurs enclaves, minorité protégée par les troupes de la KFOR.
Au début, avec l'arrivée de la CAFOR et des institutions internationales, les villageois ont réussi à aller travailler une quinzaine de jours. Puis il y a eu des pressions. Et même la CAFOR leur a dit « On ne peut pas vous garantir la sécurité. Rentrez chez vous. Et quand ça ira mieux, vous retournerez au travail. » Ça fait 6 ans qu'ils attendent que ça aille mieux. La liberté, c'est zéro. Les prisonniers vivent mieux que nous, alors que nous sommes les habitants du Kosovo. Mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père ont vécu ici au Kosovo. Pour moi, je ne sais pas combien de temps cela durera encore. Ce n'est pas une vie ici. Mon chien vit mieux que moi. Si je pouvais partir en Serbie, je le ferais. Mais je n'ai pas où aller. On nous a enterrés vivants. C'est tout. Au Kosovo, la mutation attendue n'a pas eu lieu. Pas plus multiethnique qu'il ne l'était hier, pas plus prospère non plus. Les Kosovars vivent sans travail, sans argent, sans même visa pour fuir, sans espoir et sans avenir. L'ONU avait pourtant pour mission de transformer le pays. Pourquoi un tel échec? En juin 1999, le Conseil de sécurité de l'ONU vote la résolution 1244, qui décide de l'envoi d'une mission civile chargée d'administrer le pays. Elle lui donne 2 objectifs. L'un politique. Le Kosovo doit fonctionner avec un statut d'autonomie au sein de la République fédérale de Yougoslavie. L'autre économique. La mission doit mettre en œuvre un programme de reconstruction et de développement du pays. Aucun calendrier ne mentionne la durée de son mandat. Elle est simplement qualifiée d'intérimaire. On l'appelle la mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo, la MINUC. Il s'agit d'essayer de bâtir ce Kosovo autonome, de leur dire l'élection de l'indépendance, c'est une question théorique, on verra bien plus tard. Pour le moment, il faut faire travailler le pays, il faut le remettre en marche. Il faut créer des comportements pour que les uns et les autres vivent en sécurité et à l'aise dans ce Kosovo. Aussi bien les Albanais du Kosovo qui peuvent respirer, qui peuvent vivre selon leur culture, qui peuvent pratiquer leur langue, mais il faut que les minorités serbes puissent rester. C'est ça le travail. Il y a un énorme travail à faire. Mon collègue Vedrin m'appelle, Hubert Vedrin, et me dit ça reste entre nous. Si on te sollicitait pour prendre la tête de la mission au Kosovo, que dirais-tu? Et moi, je lui dis j'accepterai tout de suite. Voilà, c'est assez simple. Et quand serais-tu disponible? Je lui dis immédiatement. Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to take this opportunity to present to you Dr. Bernard Kouchner. Je savais que ce serait difficile et qu'il y aurait évidemment tout un épisode de remise presque au minimum de tous les services public, mais je ne m'attendais pas quand même à ce chaos complet. Il fallait prendre des décisions administratives et politiques et financières. Et au début, personne ne voulait donner d'argent. Or, sans argent, comment voulez-vous, sans budget propre? Parce que nous avions un budget, mais ça, c'était pour les fonctionnaires et pour le développement. On avait plus d'argent dans le budget de l'ONU et les fonctionnaires de l'ONU que pour les Kosovars. On n'avait rien. Donc il fallait que je fasse la tournée pour aller chercher et présenter ma sébille. Et la première des réunions avec les ministres des Finances des pays, des grands pays, des pays du groupe de contact, y compris de la France, dont c'était Dominique Strauss-Kahn, ils ont tous refusé, indignés. Alors j'étais mal parti. Dans la résolution 1244, on disait
prendre les moyens d'arriver à une substantial autonomy, autonomie substantielle, ça veut dire ça. Et personne ne me disait qu'il fallait faire le gouvernement, au contraire, personne ne me disait qu'il fallait falloir battre monnaie, personne ne me disait qu'il allait falloir diriger un ministère de l'économie qui n'avait rien, et qui en plus régnait en dinar, un dinar qui est une monnaie inconvertible. Personne ne m'avait dit tout ça, il fallait tout décider. Alors c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler de mission impossible. Bernard Kouchner quitte ses fonctions en janvier 2001. En dépit des difficultés, il a pu, malgré tout, assurer une remise en marche rudimentaire du pays, en permettant la réouverture des écoles et de quelques services. Good luck to you, Kosovars. Good luck to Kosovo. We'll see each other. Thank you very much. Mais le travail reste immense. Et pour y faire face, la MINUC cumule les handicaps. Le principal tient à sa structure. La MINUC est un parapluie qui coordonne plusieurs institutions internationales, chacune ayant la charge d'un secteur. Les pôles décisionnaires sont ainsi éparpillés entre ces différentes organisations. Le secteur de l'économie est confié à l'Union européenne. Elle part au plus pressé, sans réelle stratégie. L'exemple le plus frappant est celui de l'électricité. Il symbolise toutes les contradictions de l'aide internationale. La KEK, la Corporation électrique du Kosovo, a reçu l'essentiel des fonds investis par l'Union européenne. Mais les résultats n'y sont pas. Tous ces câbles que vous voyez, la KEK n'est jamais venue les réparer. Avec ses voisins, cet autre là-bas, après la guerre, nous les avons ramassés morceau par morceau. Nous les avons rattachés et nous avons fait cette installation pour avoir un peu de lumière. J'ai commencé avec la production du plastique, pensant qu'après la guerre, dans le Kosovo libre, il fallait que l'activité reprenne. Pour produire du plastique, il faut préchauffer les machines pendant 2 ou 3 heures. Une fois à la bonne température, il faut encore 15 minutes pour arriver à l'épaisseur de plastique voulue. C'est souvent à ce moment-là qu'il y a une coupure d'électricité. Alors on doit tout jeter. Donc on laisse tomber, on arrête tout et on rentre chez nous. Le moral au plus bas en se disant qu'aujourd'hui c'est foutu. Et c'est souvent à ce moment-là que le courant revient. Il n'y a aucune logique dans ces coupures. Il n'y a rien à comprendre. Elles sont quotidiennes. C'est pourquoi j'ai dû fermer l'entreprise. Les gens ne payent pas l'électricité ici. Seulement 30% de l'énergie fournie est payée. Si on n'a pas de fonds propres pour investir, c'est difficile de maintenir la fourniture d'électricité à temps plein. C'est pour ça qu'il y a des coupures. C'est le principal problème de ce secteur au Kosovo. Ça nous arrive de ne pas avoir du courant pendant 5, 8, voire même 10 heures. C'est notre plus grand problème. Ça nous est arrivé de jeter le peu de nourriture que nous avions dans le frigo. Même si la KEK se plaint que les gens ne payent pas, ils ont le droit de ne pas payer. Au total, la KEK a reçu 700 millions d'euros d'investissement de la part de donateurs publics et privés.
Et pourtant, momentanément, dans la centrale Kosova A, nous avons en état de marche l'unité A1, qui est en veille. Ça dépend du distributeur. Si on nous dit de lancer la production, nous sommes prêts. L'unité A2 a un problème avec son transformateur qui est défectueux. Nous ne pouvons pas produire avec cette unité. L'unité A3 a un problème au niveau du point culminant de l'accumulateur. L'unité A4 a un problème dans le roulement à billes du générateur et de la turbine. L'unité A5 est en fonctionnement pour le moment. Elle produit environ 120 à 130 MW. Elle n'a pas de gros problèmes, elle a des petits problèmes qui arrivent quand elle tourne 24 heures sur 24. Mais pour le moment, elle fonctionne. Tout dépend si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il y a eu des investissements. On a aussi joué de malchance avec l'incendie de la centrale Kosovo B en 2002. Maintenant, c'est réparé. Et Kosovo A est aussi réparé. Mais oui, je suis d'accord, c'est dans un état déplorable. C'est pour ça que l'on doit les réhabiliter. C'est pour ça que l'on a besoin d'argent public, que l'on a besoin de fonds propres. Nous sommes sur le bon chemin. Nous savons quoi faire. Depuis son arrivée au Kosovo, l'Union européenne n'a développé qu'une seule stratégie censée sortir le pays du marasme économique. Elle espère ainsi parvenir à se désengager financièrement du territoire. Bien sûr, c'est notre but de briser le cercle vicieux du chômage, de la faible croissance et de la balance commerciale déficitaire. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de donner un coup de fouet à l'économie, en y amenant de nouveaux investissements. Pour cela, nous avons choisi de relancer le programme de privatisation. Et c'est ce que nous faisons. La MINUC et le gouvernement du Kosovo ont choisi la privatisation comme seul moyen de développer l'économie. Nous pensons qu'on ne doit pas tout espérer de la privatisation. Il y a beaucoup d'entreprises publiques dans lesquelles on pourrait investir. Mais apparemment, d'après les règlements de la MINUC et les lois du Parlement du Kosovo, le seul moyen de développer l'économie, c'est la privatisation. Nous avons deux méthodes pour vendre les entreprises. À présent, nous lançons une troisième méthode, la liquidation. Il y a beaucoup d'entreprises pas chères ici. La situation politique se stabilise mois après mois. Je crois sincèrement que c'est un bon endroit pour investir. Il faut savoir que la main-d'œuvre est assez bon marché ici. Je n'utilise pas ce mot de manière péjorative du tout. Mais le coût de la main-d'œuvre n'est pas très haut ici. Pour l'instant, le programme de privatisation ne concerne pas toutes les entreprises. Mais dès que l'avenir politique du pays sera décidé, les entreprises d'État comme les mines et les centrales de la KEK seront à leur tour privatisées. Nous sommes carrément assis sur de grandes réserves de charbon. C'est juste à la surface. Il n'y a pas à forer pour les trouver. Plusieurs entreprises privées sont intéressées à investir dans la KEK et prendre en charge une partie du réseau. Je suis donc confiant que d'ici 3 ou 4 ans, la situation se sera grandement améliorée.
Ces entreprises publiques constituent l'une des rares réserves de travail du pays. Leur privatisation ne risque-t-elle pas de sacrifier ces emplois? Question cruciale dans un pays qui compte déjà 60% de chômeurs. Tout le monde sait qu'il ne peut y avoir 8500 personnes qui travaillent à la CAC ou 3700 dans les mines. Donc bien sûr qu'il y aura de la sélection. Mais plus ça va, plus les gens comprennent que c'est une nécessité. Sinon, la CAQ va mourir. Dans cette région, la libéralisation du marché de l'énergie va commencer en 2007. Tous les clients kosovars importants vont pouvoir choisir leur fournisseur. L'électricité pourra venir de Grèce, de Bulgarie ou autre. Si la CAQ n'est pas compétitive, elle mourra. C'est la réalité du marché. 7 ans après la fin de la guerre, les Kosovars restent exclus des pôles décisionnaires économiques. L'ONU et l'Union européenne ont confié la gestion des entreprises à des responsables internationaux. Bien sûr, les locaux veulent prendre le contrôle de leur pays, mais en sont-ils capables? C'est une autre question. Un exemple, j'ai demandé à l'un des directeurs de virer quelqu'un parce qu'il cassait une grue. Le directeur m'a répondu, « C'est impossible, c'est le seul à pouvoir nourrir sa famille. » C'est vrai, mais les gens doivent apprendre la discipline. Écartés du pouvoir décisionnel, les Kosovars sont aussi exclus de la sphère politique, puisque c'est l'ONU qui administre le pays. La mission de l'ONU était de poser les bases d'une société. Les problèmes de la MINUC sont venus après Kouchner. C'est devenu une sorte d'administration coloniale. Pourtant, comme le prévoyait la résolution 1244, des élections législatives sont organisées en 2001. This is a historical day for Kosovo. For the first time in history, we are now participating in the opening of a truly elected assembly representing the people of Kosovo. C'est cette assemblée qui, en 2002, élit Ibrahim Rugova, le leader historique de la résistance albanaise, président du Kosovo. Bayram Redzepi est nommé Premier ministre. Dans les faits, il y avait deux pouvoirs. Un pouvoir légal venant du vote des citoyens du Kosovo et une autorité nommée par le Conseil de sécurité qui en réalité était un pouvoir souverain, car la parole de la MINUC et ses arguments étaient toujours les plus puissants. On ne pouvait prendre aucune décision concernant le budget, la sécurité, etc. Pour tous ces secteurs, c'est la MINUC qui décidait, créant ainsi une sorte d'autocratie. Les administrateurs qui se succèdent à la tête de l'ONU s'avèrent peu disposés à partager le pouvoir avec les responsables politiques locaux, qui comprennent vite que les dés de la résolution 1244 sont pipés. Quand mon gouvernement se battait pour obtenir plus de compétences, la MINUC était très réservée. Elle voulait que ce transfert soit très lent. Il n'y avait pas de volonté politique du côté de la communauté internationale pour permettre cette évolution au Kosovo. Les Albanais désiraient l'indépendance. Leur transférer le pouvoir, c'était immanquablement faire un pas dans cette direction. Or, la perspective d'une indépendance de cette province de la Serbie inquiétait la communauté internationale qui fait le choix du statu quo.
Ça a toujours été une mission qui a davantage tenté de gagner du temps que d'essayer de trouver des solutions pour le Kosovo. On a quand même fait parler de nous. Ok, ça fait 5 ans on n'a rien dit, 5 ans on a laissé faire, 5 ans on a écouté, 5 ans on a fait nos devoirs et personne ne nous écoute. Je veux dire, il y a plein de choses qui devraient avoir changé, puis elles sont toujours la même chose, quoi. Les 17 et 18 mars 2004, 50 000 personnes descendent dans la rue et mettent le feu au pays. Exaspérés par la conduite et l'inefficacité de la tutelle internationale, par l'absence de travail et par la misère, les Albanais ont fini par se révolter. Les émeutes étaient un message fort envoyé à la communauté internationale pour lui signifier son échec. Comme souvent dans la région, cette énorme énergie destructrice s'est retournée contre les minorités. Les Serbes font les frais de la colère. Plus de 800 maisons et des dizaines d'églises sont incendiées. Ça a été une alerte très sérieuse pour la communauté internationale. La démonstration que le statu quo n'était plus tenable. La stratégie de la violence paye. Sitôt après les émeutes de mars, comprenant que les événements prennent une mauvaise tournure, l'ONU réagit. Du jour au lendemain, elle change radicalement de cap. Elle nomme un nouvel administrateur, Søren Jessen-Petersen. Mes prédécesseurs avaient pour mission de maintenir le statu quo. Ils n'avaient pas de mandat clair pour mener cette opération jusqu'au bout. Moi, j'ai eu la chance, par rapport à mes prédécesseurs, de pouvoir mettre la question du statut à l'ordre du jour. Avant moi, c'était tabou. Pourquoi, pendant 7 ans, la question du statut du Kosovo est-elle restée à ce point taboue? C'est parce que la province se situe au cœur des Balkans, une région particulièrement sensible. Tous les pays voisins comptent des minorités nationales qui n'aspirent qu'à se séparer des États auxquels elles sont rattachées. Et si les Albanais sont majoritaires au Kosovo, ils sont minoritaires à l'échelle de la Serbie. Si on est trop théorique, trop idéologique, il faut dire, par exemple, tous les peuples de la région, même petits, ont le droit à l'autonomie, l'autodétermination des peuples, l'indépendance, c'est un grand principe, etc. Mais à la seconde, on va vers un émiettement beaucoup plus considérable que l'émiettement actuel. Ou alors on dit l'époque est au regroupement plutôt. C'est plus logique économiquement et politiquement, surtout pour que ces entités resserrent leurs relations avec l'Europe, créent des marchés communs entre eux. Donc l'émiettement est complètement anachronique, c'est absurde. Donc on est sur cette deuxième ligne. Il ne faut pas d'indépendance du Kosovo. En 1999, la position française était claire. Elle ne voulait pas d'un Kosovo indépendant et agissait pour le maintien de la population serbe sur le territoire. La situation de Mitrovica aujourd'hui est le résultat de cette politique. La ville est coupée en deux. Au nord, la KFOR française a créé une enclave serbe où les Albanais sont interdits d'accès. Cette situation perdure. Le nord du Kosovo reste sous le contrôle direct de Belgrade, capitale de la Serbie. Nous ne reconnaissons pas les institutions de Pristina. Quand on parle du gouvernement, des ministères,
du Parlement, il n'y a que des Albanais. Nous avons notre hôpital, nos médecins, nos professeurs, nos écoles où nos enfants suivent le programme scolaire de Serbie. De fait, toutes les enclaves serbes du Kosovo ont échappé à l'autorité de la MINUC. C'est dans ce contexte politique séparatiste que Kofi Annan ouvre les négociations sur le futur statut du Kosovo à l'automne 2005. Je vais nommer quelqu'un, un envoi spécial pour diriger ces négociations. Évidemment, je ne vais pas dire maintenant quels seraient les résultats. La question de l'indépendance est posée, la question de l'autonomie est posée. On doit discuter tout ça avec Belgrade, avec Pristina. Mais ces négociations s'annoncent difficiles en raison de l'antagonisme des positions serbes et albanaises. Nous n'avons pas discuté de l'avenir du Kosovo avec Belgrade, car les citoyens et nous en tant qu'institution, nous n'avons qu'une seule option qui est l'indépendance du Kosovo. La volonté du peuple ne peut être discutée. On ne peut entrer dans des compromis inutiles qui, à l'avenir, pourront poser des problèmes aussi bien au Kosovo que pour les pays voisins. Le Kosovo est le berceau de la culture et de l'histoire serbe. Nous n'avons pas le droit de le perdre, parce qu'il représente quelque chose de très important pour la population. Nous ne pourrons pas survivre en tant que peuple sans le Kosovo. Une revendication soutenue haut et fort par Belgrade. I njena vlada, braneći pravo od svake sile, biti jedinstveni i saglasni, da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, da je tako bilo i da tako mora ostati. Hvala vam. Les déclarations de principe du Premier ministre ont peu à voir avec la réalité. Quelle que soit l'issue des négociations, le gouvernement serbe sait bien qu'il a déjà perdu le pouvoir au Kosovo. C'est pour une souveraineté symbolique que la Serbie se bat. Nous disons, plus que l'autonomie, moins que l'indépendance, sont touchés au pouvoir exécutif, législatif et judiciaire des Albanais, mais on s'attache aussi au processus de décentralisation concernant les Serbes. L'autre enjeu des discussions sur l'avenir du Kosovo concerne le sort des Serbes vivant sur le territoire. Belgrade défend l'idée d'une très forte autonomie des enclaves serbes, une revendication qui n'est pas sans arrière-pensée. Après la guerre, c'était une stratégie politique d'empêcher les Serbes de prendre part aux institutions du Kosovo. Les Serbes gardent cet espoir que la communauté internationale va permettre la partition du Kosovo. Un souhait rejeté par la communauté internationale qui articule ses propositions autour de 3 principes. On ne revient pas à la situation d'avant mars 1999. Le Kosovo ne sera pas autorisé à s'associer à un autre État voisin. Et il n'y aura pas de partition du Kosovo. Ce sont les lignes directrices. Ce sera difficile. En 2005-2006, la question est la même. Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'à l'indépendance du Kosovo? Est-ce que ça entraîne en Serbie des effets politiques utiles, positifs, intelligents pour l'avenir de l'Europe et de cette région? Si on accepte ça, est-ce qu'on est sûr que ça ne va pas
entraîner dans les 5 ou 10 ans une grande Albanie par rattachement voté par des référendums auxquels on ne pourrait rien, avec l'Albanie proprement dite? Est-ce que ça ne va pas faire éclater la Macédoine? Si on laisse s'organiser ce regroupement, au nom de quoi on maintiendrait la Bosnie avec cette espèce d'énorme système orthopédique international par-dessus? Est-ce que si on nous demande des référendums par communauté, qu'est-ce qu'on va dire? Donc on est placé devant les mêmes contradictions, non pas parce qu'on est confus, mais parce que la situation, l'enchevêtrement, l'histoire, etc., fait que c'est difficile d'avoir une solution simple et commode qu'on plaque comme ça. La communauté internationale, consciente de ces difficultés, brandit une nouvelle carte. Elle compte sur le mirage européen pour maintenir la stabilité dans la région. Nous avons donné aux pays balkaniques la possibilité de la perspective européenne, bien que les étapes à couvrir seront longues et difficiles parce que les réformes nécessaires pour entrer ou pour se rapprocher de l'Union seront difficiles, mais ils sont les compromis, l'engagement de l'Union d'avoir la possibilité d'entrer dans le club. J'espère et je crois que le statut va être facilité par la perspective européenne. C'est particulièrement important pour Belgrade. Ce sera plus facile pour la Serbie d'accepter un compromis si on lui donne des perspectives européennes claires. Pour la première fois, la Serbie a la chance d'entrer dans la famille européenne. L'Union européenne lui a proposé l'entrée dans l'Europe comme compensation. Mais le président de la Serbie, Boris Tadić, a répondu « Il n'y aura pas de compensation pour le Kosovo ». Difficile alors de penser que la perspective européenne suffira à favoriser un aboutissement rapide des négociations, ce qui n'empêche pas l'ONU de préparer son départ. On peut voir que le moment du départ approche. On commence maintenant à se retirer. On transfère de plus en plus de responsabilités aux autorités locales. Plus on transfère, plus on peut se retirer. Quel que soit le statut qu'obtiendra le Kosovo, quelle chance laisse-t-on réellement à ce pays, qui n'a ni industrie ni ressources, s'il est laissé sans aide financière conséquente et sans échéance européenne précise? C'est un coin minable. Forcément, ça ne va pas changer. Ça va rester minable. Mais c'est notre pays. Et il faut qu'on le change. Ne pas reconnaître la défaite de la Serbie, c'est continuer l'agonie de la société serbe. Et ne pas résoudre la question des frontières, c'est laisser ouvert l'éternel problème serbe. Les négociations ont commencé depuis plusieurs mois. Les positions des deux parties restent inchangées et l'issue toujours aussi lointaine. Il est fort probable que les Albanais du Kosovo continuent de rejeter l'hypothèse d'une souveraineté, même symbolique, de la Serbie sur le territoire. Il est tout aussi probable que dans un Kosovo indépendant, la communauté serbe refuse de se soumettre à l'autorité de Pristina. Depuis le début du démantèlement de l'ex-Yougoslavie, la communauté internationale a toujours agi dans l'urgence, sous la pression des événements, sans réelle stratégie préventive. Si un jour la question du statut du Kosovo est enfin résolue, la volonté politique de la diplomatie internationale, et en particulier celle de l'Europe, sera-t-elle suffisamment forte pour garantir la stabilité de la région ?